Bienvenue à la séance publique annuelle d'information du Conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Ouest de l'île, d'où l'acronyme qu'on utilise CIUSSS ou pour court le CIUS. C'est notre deuxième séance en mode CIUS. Combien parmi vous étaient là l'année passée? Levez votre main. Fantastique. Alors, merci pour votre loyauté et d'être ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Dalia, je suis la directrice déléguée à l'accès à la responsabilité populationnelle et au partenariat. Et au nom de toute l'équipe du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, on vous accueille chaleureusement à une matinée d'information et d'échange, sous le thème « Plus de 2 ans, plus proche et plus accessible ». Ce matin, on vous présente les grandes orientations et les faits saillants, passés, présents et peut-être même futurs de notre CIUS, ainsi que nos réalisations cliniques. At about 10 o'clock, we're going to take a 30-minute break. As requested by many of you when you completed our survey last year, and thank you very much for that, you had mentioned that it would be important to have time for networking to meet some of our staff, our directors, and our partners. So you will have that opportunity at the break time to meet with them and exchange with them. You will recognize them as they'll be identified with an ID band on their clothes, and feel free to talk, exchange, ask them for their business card if you haven't had time to finish so the conversation can continue at a later date. Après la pause, j'aurai l'honneur de vous présenter quelques partenaires avec qui nous avons travaillé au cours de la dernière année. Ils vont partager avec vous des exemples inspirants de partenariats et qui ont eu des retombées très concrètes pour notre population. On terminera avec une période de questions que vous aussi nous avez dit était très appréciée l'année dernière et certainement doivent être répétées. Alors on l'a répété. Et bien sûr, on aura le mot de clôture. Alors maintenant, il me fait plaisir de vous présenter le président du conseil d'administration du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, M. Legault. Merci, Dalia. Alors, je peux me rendre électroniquement disponible. Juste un instant. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la mairie de la ville de la salle, excusez-moi, quel lapsus. Alors, la ville de la salle qui... Alors, je vous fais sourire, c'est bon. Qui nous ont offert gracieusement l'utilisation de leur salle de conseil, alors merci beaucoup. Bienvenue à nos partenaires, aux membres du conseil d'administration, l'équipe de direction, employés et nos citoyens du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Good morning to our partners, board members, management, staff, and our citizens to the Montreal West Island Integrated University Health and Social Services. Je me présente, mon nom est Richard Legault, président du conseil d'administration de l'Ouest de l'île de Montréal, et je présiderai cette rencontre. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à la séance publique d'information pour vous présenter le rapport annuel de gestion 2016-2017. Nous vous présenterons des informations concernant les bilans et les perspectives d'avenir, l'état des finances et autres accomplissements au sein de notre CIUS qui nous permettent d'améliorer aux services offerts à nos différentes clientèles. Pour ceux qui le désirent, nous vous invitons à consulter le rapport annuel dans son entièreté, soit en visitant notre site Internet ou en consultant les copies disponibles à l'arrière de la salle ou ici à côté s'ils sont disponibles. Le travail accompli au sein du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal découle d'une collaboration étroite et d'une volonté de réussite entre nos partenaires, notre clientèle et la communauté, le tout en soutien à la direction de M. Benoît Morin,
président-directeur général, avec l'appui de toute l'équipe de direction du CIUS. Cette coopération fait que nous formons une seule et même équipe qui nous permet d'assurer l'amélioration continue pour aider la population à accéder à des soins, services de meilleure qualité. For a little over 2 years now, our CIUS has been an active and proud participant in building a relationship with our community. The Board of Directors, in partnership with the management team, have shown a great commitment in providing excellence and the value of teamwork in order to achieve our common goal. As a CIUS and within our leadership role, we strive to convey excellence in everything we do and position the CIUS as a first-rated health and social services provider. The rewards of our concerted efforts have been phenomenal, and through our collective experience, our innovation has transpired through specific mandates our CIUS has chosen to develop, such as university affairs and partnership and population-based community involvement. Avant de conclure, j'aimerais remercier tous les partenaires, les membres de la communauté, les bénévoles, les membres du conseil d'administration et toutes les directions du CIUS pour leur participation et dévouement dans les activités de soutien auprès des victimes des inondations sur notre territoire au printemps 2017. En conclusion, nous avons entamé ensemble la 3e année du CIUS et je suis convaincu que nous aurons encore plusieurs occasions d'accomplir de belles choses ensemble et de relever d'importants défis. Je vous invite à continuer de bâtir notre CIUS en toute collaboration avec nos partenaires, l'équipe de direction du CIUS, la communauté et l'ensemble des employés du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. I wish to thank you for your presence today and your heartfelt commitment to teamwork and collaboration in order to ensure our collective success in the continuous improvement of the care and the service offered to our population. Thank you to all our users that utilize our services. We are proud to serve you. Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui et de votre engagement ressenti. Continuons à travailler ensemble afin d'assurer notre réussite collective et l'amélioration continue des soins et services que nous offrons à la population. Merci à tous, à tous nos usagers qui utilisent nos services. Nous sommes heureux de vous servir. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter Mme France Desjardins, membre du conseil d'administration et présidente du comité des affaires populationnelles et des partenariats, qui vous dira qu'en quelques mots le mandat de ce nouveau comité innovateur mis en place par le conseil d'administration de notre CIUS. J'inviterai Mme Desjardins à venir vous dire quelques mots. Merci, M. Legault. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, ce nouveau mandat du Conseil, qui est ce comité très innovateur, je me suis laissé dire qu'il n'en avait pas d'autres dans d'autres CIUS. Alors, comme ce CIUS est très compétitif et veut se démarquer, en voilà un exemple parfait. Alors, nous avons eu une première rencontre avec une équipe très enthousiaste. D'ailleurs, je me permets de souligner la présence de Maya et de Marianne qui sont ici et de Madame, je ne vous ai pas encore appelé par votre prénom, vous, Madame Delan, qui est responsable du comité, qui est présidente du comité des usagers. Alors, ça commence bien quand on veut travailler avec des partenariats et on veut que les citoyens se préoccupent de s'investir dans ce qu'on veut faire au niveau des soins.
Alors, dans cette première rencontre, c'était important pour moi, en tout cas, et certainement peut-être pour les collègues, de comprendre le travail qui était déjà accompli. Ce comité-là n'a pas, l'équipe n'a pas attendu la création de ce comité pour travailler. Et les liens qui sont déjà tissés, et il y en a beaucoup, ça nous a beaucoup, moi en tout cas, ça m'a bien impressionné parce qu'il y avait du monde dans ce CIUS-là. Il y a beaucoup de partenaires avec lesquels établir des liens. On a commencé à définir le rôle de notre comité au-delà de la vision, comment pratiquement fonctionner, toujours dans le respect d'une gouvernance qui se doit saine, mais aussi de façon à vraiment faire une différence et aider à créer le lien de mobilisation citoyenne. Alors, provisoirement et avec le feedback des membres de ce comité, nous avons jeté certaines bases de notre mandat, dont je me permets de vous lire les grandes lignes. Ça demeure une ébauche. Je n'ai pas eu encore la bénédiction et du comité, et du PDG, et du président, mais ça s'en vient. Alors, ça veut dire soutenir la direction dans la réalisation de ses objectifs, la direction de Dalia, de ses objectifs notamment de son plan d'action qui est en cours d'élaboration et en mesurant les résultats accomplis. Je pense qu'on avait un consensus autour de la table que la mesure va faire en sorte qu'on va savoir si on avance. Faire les recommandations nécessaires au Conseil sur les suites à donner pour s'assurer de l'implication des partenaires. Formuler des recommandations au CA pour assurer l'intégration du citoyen partenaire au CIUS, qui m'apparaît un grand défi encore. Je ne suis même pas sûre d'être capable d'en parler aussi intelligemment que j'en parlerai, j'espère, dans un an, puisqu'il y aura une autre réunion ici. Et nous aurons beaucoup plus à dire. Et enfin, faire rapport au CA sur les défis et avance sur l'amélioration de l'accès aux soins et services. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mme Desjardins. Et comme vous pouvez voir, on est dans un mode d'innovation au CIUS de l'Ouest de l'île. Alors, je demanderai maintenant, j'aimerais inviter M. Benoît Morin, président directeur général, à venir vous présenter le bilan de l'année 2016-2017, ainsi que nos perspectives d'avenir pour l'année qui vient. Je vous reviendrai à la fin de la session pour le mot de la fin. Alors, tout à l'heure. Merci, M. Legault, Mme Desjardins. Chers collègues, amis, c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci d'être en si grand nombre, vous aussi. C'est la deuxième édition de cette assemblée annuelle et on est très heureux de voir le nombre de participants. D'abord, j'aimerais remercier, comme le disait M. Legault, la ville de La Salle. Non, la ville de la Chine. En fait, j'espère que ce n'est pas une référence à une fusion potentielle. J'aimerais remercier le maire sortant, M. Dauphin, qui a vraiment facilité l'utilisation de la salle et aussi féliciter la mairesse élue, Mme Maya Vodanovic. Avec qui nous allons poursuivre cette belle collaboration, ce partenariat avec la ville de Chine. Alors, on m'a donné le défi très difficile de me contenir en 10 minutes. J'ai la mauvaise habitude d'avoir trop de choses à dire et je n'aime pas être confiné. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me confiner. Vous allez me permettre de bouger un peu, ça me permet de me délier les jambes et de dire des choses intelligentes. Alors, j'ai 10 minutes seulement pour vous parler de choses très importantes. Tout d'abord, un rapport annuel à faire. C'est impressionnant ici, j'ai l'impression de faire un spectacle. Ah, bonne histoire qui rit. Moi, j'ai dit de ne pas quitter ma job pour devenir humoriste à temps plein, mais ça semble fonctionner. Donc, j'ai plusieurs messages à passer, mais je vous les résumerai en quelques mots d'entrée de jeu. D'abord, faire écho à cette notion de citoyen, partenaire, citoyen, mobilisé. Nous représentons une grande institution publique qui n'est pas eux et nous, c'est-à-dire la population et l'institution. Pour nous, notre philosophie est vraiment que nous sommes la population que nous desservons et nous devons favoriser le plus possible cette participation du citoyen dans ces institutions publiques. Nous sommes beaucoup plus qu'un pourvoyeur de soins et services. Nous sommes vraiment là pour catalyser tous les efforts et aussi, ultimement, la responsabilisation de chacun d'entre nous pour notre santé et notre bien-être. Donc, on est très fiers de ça. Nous avons aussi à faire un rapport annuel.
Nous avons énormément d'activités. C'est une session officielle annuelle publique pour le conseil d'administration. So let's get to it. We do have a budget and we are on budget. Very proud of this. A $900 million organization that is on track for another year to be on a balanced budget. We do have an approach that is called a performance-based budgeting that helps us achieve that, which is also in line with what is coming, which is activity-based funding that will come from the ministry. So $900 million spent every year in order to provide the services to the population. That's about $2.5 million every day that is spent for the benefit of the population. So we are on track for a balanced budget, and we did achieve a balanced budget in 16-17. Ce budget se traduit bien sûr dans des services concrets. Ce serait trop long de vous énumérer tout ce que nous faisons. Vous êtes des partenaires de proximité. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes bien au fait de certains services. D'autres services sont à découvrir. Mais nous travaillons très très fort avec vous pour améliorer les services. Alors, quelques exemples, quelques faits saillants de cette amélioration. D'une part, le programme Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, un programme qui est, on peut dire malheureusement, en plein essor, puisque les cas augmentent, le volume de clientèle augmente. Nous avons réussi à déployer des services à une centaine de nouveaux usagers dans la dernière année. Alors, nous sommes très fiers de ça, mais encore, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et Brigitte, devant moi. Donc, Brigitte, notre directrice du programme DITSA, qui travaille très fort avec son équipe pour améliorer les temps d'attente, qui malheureusement sont encore longs, mais nous avons réussi à les réduire de près de la moitié, notamment pour les services adultes. Donc, une avancée importante avec une centaine de nouveaux usagers. Les services à domicile sont l'avenir. On en parle beaucoup et de plus en plus dans les médias. Le ministre le mentionne très souvent. C'est un virage important que nous soutenons. Dans les services à domicile, nous avons réussi à déployer 25 000 heures de services directs de plus dans la communauté. Donc, nous améliorons cette offre de services et nous allons continuer de le faire. Santé mentale, un programme de grande importance. Dans le CIUS de l'Ouest, nous avons ce grand institut universitaire en santé mentale Douglas, qui a différents programmes. Nous avons aussi toute la gamme de services et de soins en santé mentale, que ce soit hospitalier ou communautaire de première ligne. Donc, nous avons réussi à augmenter de 38 places pour les clientèles de santé mentale, ce qui veut dire environ, d'ici à décembre, une cinquantaine d'usagers qui vont voir ces services de plus. L'approche adaptée à la personne âgée est un programme qui a été conçu il y a quelques années, qui est un programme qui vise à aider les hôpitaux à faire le virage gériatrique. Comme vous le savez, la démographie vieillit, on vit de plus en plus longtemps, et les clientèles sont de plus en plus âgées en milieu hospitalier. Donc, l'hôpital doit s'adapter à l'offre de services aux personnes âgées. C'est un programme qui a été mis sur pied il y a quelques années et que nous redéployons dans nos 4 hôpitaux, 3 hôpitaux généralistes, le Lakeshore, l'hôpital La Salle, qui est ici, la ville de La Salle, et aussi St. Mary's, tout en étant déployé à l'hôpital Douglas aussi. Parlant du Douglas, il y a un grand programme qui est une expertise de pointe au CIUS qui porte sur les troubles alimentaires. Dans la dernière année, nous avons déployé une portion de centres ambulatoires au niveau des clientèles adolescentes pour compléter toute l'offre de services. Le CIUS de l'Ouest est maintenant le seul CIUS au Québec qui offre toute la gamme de services sur tout le continuum de tous les âges pour ce qui est des troubles alimentaires. Et nous avons une expertise qui est exportée partout au Québec et même au-delà du Québec sur le plan national et international. Et le dernier point est un point que vous avez peut-être remarqué, un virage historique au niveau des urgences. Un virage qui s'est traduit par une durée moyenne de séjour sur civière qui est passée d'environ 20 heures en moyenne à un peu moins de 14 heures. Il y a énormément de gens et d'efforts qui ont été déployés pour atteindre cet objectif. Et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'hier,
il y avait un salon qui portait sur les meilleures pratiques au Québec, services publics, entreprises privées, qui est un salon organisé par le Regroupement québécois de la qualité. Et le CIUS de l'Ouest présentait un morceau de tous les efforts qui ont été déployés pour l'amélioration du flux de patients dans les urgences, qui était l'équipe multidisciplinaire qui passe en revue, qui révise les cas de patients justement de personnes âgées, gériatriques, pour un retour à la maison plus rapide. Eh bien, hier, nous avons reçu le prix coup de cœur à ce salon, et nous sommes très fiers de ça. Alors, une bonne main d'applaudissements pour toute l'équipe. Toute l'équipe qui s'est déployée, les cliniciens, les professionnels, les employés de soutien, les gestionnaires, les partenaires, c'est énorme comme effort et nous sommes très très fiers de ça. Vous allez en entendre parler longtemps. Lorsqu'on parle justement de toutes ces avancées en termes de services, quelques mots sur une philosophie de gestion que nous avons, que j'aime appeler le Open Source Caring, qui fait référence essentiellement au Open Source Software que certains d'entre vous connaissez, qui est simplement le concept que pour le développement du logiciel, n'importe qui peut contribuer pour l'amélioration de ce logiciel. Alors, en termes de caring, ce que nous souhaitons, ce que nous faisons, c'est vraiment ce web de partenaires qui inclut l'usager lui-même, qui inclut ses proches, les proches aidants, qui inclut les centres communautaires, qui inclut la ville, la police, etc., qui inclut bien sûr tous nos services, pour pouvoir améliorer la santé et le bien-être. Cette dimension d'éclatement, si vous voulez, de Open Source Caring est aussi bien vue au niveau clinique, c'est-à-dire les équipes multidisciplinaires impliquant le patient ou l'usager partenaire, on va en parler brièvement tantôt, c'est une philosophie que nous appuyons. Conditions of success to achieve this, of course, we hold sessions like this in order to showcase the fact that partnership is key. I am here up front, you are there, but we are together. And very soon, in an hour or so, you will be up front and I will be sitting there listening to you. We are partners in developing this design, this open source caring. Everything that we do, each and every single action we do every day counts. Breaking down the silos is essentially what we aim at doing, and we are doing it. We are making progress with respect to that. Lorsqu'on regarde donc la canalisation de tout ça, les usagers, les citoyens, les partenaires, le CIUS, nous sommes tous orientés vers le même objectif. Et c'est pour ça que nous avons créé, était mentionné tantôt par Mme Desjardins, la direction de DALIA, qui s'occupe de la responsabilité populationnelle et des partenariats. Nous sommes le seul CIUS au Québec qui a cette structure. Il faut s'assurer d'améliorer l'appropriation de l'offre de service. La connaissance pure et simple de ce qui existe n'est pas très élevée chez nos clientèles. Vous pouvez nous aider avec ça. C'est très important, c'est le point de départ. Et bien sûr, l'implication active de l'usager. Et nous allons en parler avec notre chère collègue Mme Belland bientôt. Puisque nous avons la chance d'avoir une structure organisationnelle qui mobilise déjà les usagers. Ça s'appelle les comités des usagers, et avec la création du CIUS, il y a un comité central qui s'occupe de ça. Et il y a aussi des comités des résidents pour les centres d'hébergement. La championne de tout ça est la présidente du comité central, qui s'appelle Micheline Bélan, que vous allez entendre dans un instant. Et nous sommes très fiers des avancées que nous avons pu faire. Vous la voyez ici, avec quelqu'un qui est difficile à reconnaître. Nous avons été un des premiers établissements à déployer un projet d'évaluation avec le regroupement provincial des comités des usagers, qui est un groupe qui fait la promotion des intérêts des usagers. Alors, en partenariat avec le RPCU, nous avons déployé un projet d'évaluation de la satisfaction des clientèles. Et le comité des usagers central du CIUS a reçu récemment au congrès du RPCU, qui est annuel, le prix d'excellence pour l'ensemble de l'œuvre du comité des usagers du CIUS de l'Ouest. Alors, une bonne main d'applaudissements pour... C'est important de mentionner que tous ces efforts ouvrent sur une nouvelle culture. Nous pensons fortement que si la création du centre intégré fait un sens, ce sens-là doit être dans cette mobilisation citoyenne.
dans ce partenariat avec tous les usagers et dans le fait que notre grande institution publique devient la nôtre. Il faut décloisonner le plus possible. Alors, je termine là-dessus pour passer la parole à Mme Bélan. Vous avez ici la photo pour le prix d'excellence. Donc, Mme Bélan, si vous voulez bien venir, on m'avait dit de l'accompagner. Vous voyez, nous sommes en partenariat. Est-ce que vous avez besoin de venir? Je pense que oui. Alors, Mme Micheline Bélan, qui est la présidente du comité des usagers central du CIUS et aussi membre du conseil d'administration du CIUS. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Micheline Bélan, présidente du comité des usagers du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Merci, M. Morin. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et, ma foi, honorée par cette présentation et mention de récompense. Disons-le, c'est vraiment une marque de reconnaissance d'un travail d'équipe et qui met aussi en évidence le rôle du comité des usagers du centre CIUS. Ce rôle se définit essentiellement par la protection des droits des usagers et s'applique par une évaluation pour connaître le degré de satisfaction de nos usagers. Il est important de savoir aussi que cette responsabilité est la deuxième fonction du comité des usagers et de résidents. La mise en œuvre de ce projet ambitieux est un travail d'équipe. Il a été rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires, dont le regroupement provincial, le comité des usagers, et accompagné tout au long dans notre consultation. C'est aussi grâce à M. Morin et Mme McVeigh, de toutes les directions du CIUS, avec qui, je dois le dire, le comité des usagers entretient une excellente collaboration depuis la création du CIUS. D'ailleurs, M. Morin nous a toujours appuyés dans notre mission à faire entendre la voix des usagers et donner, par la même occasion, une marge de manœuvre pour y parvenir. C'est grâce à cette marque de confiance que le projet d'évaluation a pu prendre le jour. Quand nous l'avons rencontré pour lui présenter l'idée, il était très enthousiaste et n'a pas hésité à apporter son entière collaboration. À vrai dire, l'idée de démarrer un tel projet de consultation nous a été inspirée par l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, qui, eux, avaient fait une évaluation l'année d'avant. Alors, nous nous sommes mis d'accord, le comité, et il a été possible de répéter l'expérience, mais au travers tout le CIUS. Cette fois-ci, nous voulions surtout élargir la consultation et inclure plus d'usagers possible. Nous avons aussi parlé au travers tous les comités, et ce fut au travers le CIUS, et c'est un CIUS très, très varié. C'est donc important pour nous d'aller rencontrer les usagers pour connaître leur degré de satisfaction qui existe partout dans notre CIUS. On a un CIUS très varié, partant des centres jeunesse, la maternité, la réadaptation. Pour nous assurer d'un départ que l'évaluation soit menée de manière crédible, il fallait pour cela que la direction nous fournisse certains renseignements personnels des usagers. Ensemble, nous avons donc mis en place un mécanisme de protection de la confidentialité. Ça, c'est un bout qui est très, très important parce qu'on l'entend souvent, la confidentialité. Alors, on a fait en sorte que ce mécanisme-là protégeait la confidentialité de nos usagers qui allaient être sondés. Nous avons fait cette démarche-là avec confiance et rigueur. Par la suite, plusieurs rencontres ont été organisées avec M. Morin, certains directeurs du CIUS, les membres du comité, ainsi que M. Pierre Blain du regroupement provincial du comité des usagers. Au terme de ces discussions, nous avons ciblé
Quel secteur en particulier devrait être privilégié pour notre exercice de consultation? Nous nous sommes ensuite mis d'accord pour envoyer 7000 questionnaires aux usagers qui bénéficient de services au travers nos 6 grandes missions dans notre CIUS. Nous avons sondé les CHSLD, les urgences, les centres d'hébergement, le soutien à domicile, centre jeunesse, réadaptation, maternité. J'aimerais souligner que la consultation avec les jeunes et la réadaptation est présentement en cours. Alors, à ce stade ici, on pourrait dire qu'on a terminé nos sondages à peu près à 95 %. En fin de compte, ce projet deviendra peut-être un exercice exportable vers d'autres établissements. Ce serait une bonne nouvelle si ce projet peut en inspirer d'autres. L'effet d'entraînement est peut-être même déjà commencé. Au dernier congrès du regroupement provincial du comité des usagers, en octobre, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de membres de comité des usagers qui assistaient à l'atelier donné conjointement avec Mme McVeigh, qui portait sur le thème « L'harmonisation entre les comités et les directions, un travail d'équipe ». J'ai donc pu rencontrer des présidents et présidentes de différents comités des usagers, Gatineau, le Grand-Nord, l'Abitibi, les Laurentides. Ces gens-là sont venus me demander, après la présentation, sont venus s'informer quelle démarche, quelle façon nous avons mis en place pour réussir à travailler avec l'organisation. Au cours de nos échanges, j'ai surtout insisté pour l'importance de travailler étroitement avec la direction, comme nous l'avons fait, nous, dans notre CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Un partenaire qui est, selon moi, une condition essentielle pour réussir cette démarche. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier sincèrement M. Benoît Morin ainsi que Mme McVeigh, qui croient fondamentalement au succès du travail d'équipe et avec qui la collaboration est toujours ouverte, motivante et facilitante. J'adresse des remerciements particuliers aussi à tous les partenaires prenants qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je n'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant de monde de mobiliser pour cette consultation. Enfin, le projet contribue à l'amélioration continue de notre organisation et nous rapproche des citoyens. Ce rapprochement, nous le faisons aussi en partenariat avec notre commissaire aux plaintes et à la qualité. Et avec l'entrée en vigueur du projet 115, qui est la loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et les personnes majeures vulnérables, je laisse donc la parole à Mme Sarah Berthe Trudeau, commissaire aux plaintes et à la qualité de notre CIUS de Montréal. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai la chance que Mme Bellin est de la même taille que moi, donc je n'ai pas ajusté le micro. Alors effectivement, le projet de loi 115 vient donner les fonctions de traiter les signalements et les plaintes à la commissaire en lien avec la maltraitance. Donc l'année prochaine, ce sera sans doute un objet de ma présentation. Alors j'aimerais commencer par remercier. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de venir partager leurs insatisfactions avec mon bureau. C'est vraiment quelque chose d'important. Ce geste mène à des améliorations. Et on parle aujourd'hui d'amélioration et de partenariat. Je vais prendre le temps de partager avec vous mon rapport annuel, mais I wanted to maybe start just by explaining my approach, my role, to give you a better idea of what it is I do exactly as commissaire aux plaintes, or maybe better known in English as an ombudsman. Donc, mon rôle à moi, vraiment, c'est de trouver des améliorations. Les gens viennent partager leurs insatisfactions, puis c'est en lien avec tous les soins et services que l'établissement offre à la population qu'on dessert. Donc, quand on parle d'insatisfaction, c'est très vaste. Quand je vais présenter mon prochain tableau, je vais élaborer un petit peu. Mon équipe est composée d'avocates, d'infirmières, de travailleurs sociaux.
et de sociologues. On est présent, on a 6 points d'accès à travers le territoire et lorsqu'il y a des insatisfactions dans des endroits où on n'a pas de permanence, on se déplace au besoin. Donc vous pouvez toujours communiquer avec nous, prendre rendez-vous et on s'assure d'envoyer quelqu'un auprès de vous. My core business really is twofold. So improving the quality of care and services is the first aspect. The second aspect is making sure that users' rights are being respected. And that's something that we've been doing very well, and we partner with the Users Committee in that regard on a daily basis pretty much. Mon but premier comme commissaire, c'est vraiment de venir entretenir une relation fondée sur la confiance et le respect. Je fais la promotion d'une approche qui est accessible, qui est humaine, qui est inclusive, où la personne qui vient rapporter son insatisfaction est un partenaire dans la recherche de solutions. I'm always mindful that the person requiring the services is the very reason for our existence, and that we need to be mindful that they are treated with courtesy, with respect, and with fairness, and that's the way my office works. Donc, je vais maintenant présenter mon rapport annuel. Vous allez voir les statistiques. Je vais prendre le temps peut-être juste d'expliquer, quand on parle des types de dossiers, une plainte, c'est un dossier qui est traité par la commissaire. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les soins et services qui ne touche pas un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident. Alors, l'année dernière, on a eu 484 plaintes formelles. C'était en décroissance de 13%. Les plaintes médicales, c'est effectivement le pendant de moi. C'est tous les dossiers d'insatisfaction qui sont visés auprès d'un médecin, dentiste, pharmacien et résident. Ils sont traités par le médecin examinateur, qui est Dr. de Repentigny. L'année dernière, il y a eu 116 dossiers, qui étaient en augmentation de 3%. Les dossiers d'assistance, c'est vraiment pour aider les gens à obtenir un soin ou un service ou pour les renseigner sur le régime d'examen des plaintes et les recours qui s'offrent à eux. C'est le gros volume de ce que nous faisons. On établit des références, on fait de la liaison. On a traité 2008 dossiers l'année dernière, qui est en augmentation de 13%. Les interventions, c'est les dossiers où c'est prévu que la commissaire peut intervenir de son propre gré ou lorsqu'une situation a été signalée auprès de mon bureau. Donc, dans la loi, l'usager ou le représentant légal peut déposer une plainte formelle, mais lorsqu'un bénévole, voisin, personne intéressée est au courant d'une situation et qui vienne m'apporter cette information, j'ouvre un dossier d'intervention. Alors, il y en a eu 44 l'année dernière, c'est en décroissance de 55%. Les consultations, c'est les dossiers où les employés, les gestionnaires, les partenaires communiquent avec mon bureau pour poser des questions, pour s'assurer qu'ils respectent les droits, pour nous inviter à être sur des comités, pour s'assurer que ce qu'ils mettent en place répond aux normes puis à la législation en place. L'année dernière, on a fait 356 dossiers de ce type-là. Alors, c'est une augmentation de 36%. Alors, au total, le commissariat a traité 3008 dossiers, une augmentation de 7%. Et j'explique l'augmentation aussi un peu par le fait qu'on a fait une grande campagne de visibilité. Peut-être que vous l'avez vu passer l'année dernière, ça a duré 3 semaines. Et puis, on a des affiches, on a des dépliants, ça passait sur Intranet. On a beaucoup mis d'emphase pour qu'on soit plus accessible et que les gens puissent repérer mon bureau, puissent faire appel au commissariat plus facilement. Alors, c'est les statistiques de l'année dernière. Quand on parle de statistiques, on est toujours intéressé à savoir de quoi les gens se plaignent. What are the big trends that we see from year to year? L'année dernière, on a vu 34% des dossiers traitaient des soins et services. Soins et services, c'est les processus de transfert, c'est la compétence technique et professionnelle, les habiletés techniques, c'est l'évaluation et le jugement professionnel, c'est toute la question de coordination entre les services, l'insuffisance de personnel ou de services parfois, et l'organisation au sens propre des soins et services. On a vu que le deuxième motif en importance, c'est les relations interpersonnelles. On parle de communication, attitude, respect. It's really sometimes little things, inappropriate comments, lack of empathy, lack of listening skills, a lack of information, rudeness. I can't emphasize enough the importance of wearing your name tag, of introducing yourself, of taking the time to explain what it is you're doing, and all of that
could be avoided. That 24% is an avoidable number, and I hope that moving forward, it's something we're going to be continuing to work on actively. Environ la moitié des plaintes qui passent par notre bureau se consolident avec des mesures d'amélioration. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle en soi. L'année dernière, on a vu qu'il y a eu 427 mesures d'amélioration. On parle beaucoup au niveau de l'adaptation des soins et services. Donc, informer et sensibiliser les intervenants. On parle de réduire des délais. On parle d'ajouter des services lorsque nécessaire. On parle aussi d'améliorer les communications. Je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait d'avoir quelques exemples de mesures d'amélioration de l'année dernière. Il y en a 427, alors je me suis limitée à 5-6. Il y a eu des rappels qui ont été faits au niveau de répondre aux cloches en temps opportun, de répondre aux demandes d'assistance, par exemple, pour aller à la toilette plus rapidement, de préparer le congé des usagers. Lorsqu'une personne reçoit son congé, des fois on constate qu'ils sont inquiets. Est-ce qu'on a avisé leurs proches comme de quoi qu'elle va recevoir le congé? Est-ce que la résidence auquel la personne retourne est avisée? Est-ce que le transport est organisé? Des fois, les personnes disent « mais je ne sais pas comment je vais faire pour me rendre à domicile. Est-ce qu'il y a un transport adapté? Est-ce qu'il y a un taxi? » Toutes des petites informations, mais qui rassurent l'usager. Est-ce que la liaison a été faite avec le CLSC? Donc, quand la personne retourne à domicile, tout est correct, c'est planifié, c'est prévu. Ça rassure beaucoup les usagers. Il y a eu aussi des avancées au niveau des soins palliatifs. Il y a eu de la formation du personnel infirmier, il y a eu l'ajout de lits. On a vu aussi une amélioration de la signalisation à certains endroits, donc des affiches, des panneaux pour mieux diriger les patients. On a vu des réparations au niveau de la peinture, revêtement de plancher, réparation de fenêtres, des trucs comme ça. On a vu aussi la révision des pratiques au niveau des services des archives. Donc, quand quelqu'un fait une demande de dossier, maintenant, on va poser la question, voulez-vous le dossier complet ou une partie? Et ça va être colligé dans une banque de données pour qu'on puisse y référer après et savoir qu'est-ce qu'on a remis à l'usager. Donc, c'est quelques exemples. Au niveau du suivi, le commissariat assure un suivi. We want to make sure that what's being identified as improvement measures is being put into place, and we're on it. We're on it on a daily basis, making sure that things are getting done, working in partnership always with the directors and the institution. The good news is that since we became a CIUS, when we improve something in one place, we're fixing it in other places. So when we correct something in a hospital, well, we're implementing that change into the 3 other hospitals that are part of our CIUS. And that's a great benefit for the users. Donc, je vous remercie. Mon rapport intégral est disponible sur le site. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je vais maintenant céder la parole à Mme Lynn McVeigh, présidente directrice générale adjointe du CIUS. Alors bonjour à tous, c'est un très grand honneur d'être ici avec vous, membres de cette belle équipe qui est le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. J'ai le privilège de partager quelques détails un peu plus poussés sur des exemples que notre président directeur général nous a présentés tout à l'heure, M. Morin. Alors, cette année, on aimerait partager avec vous le fait que l'accès au vaccin de la grippe dans la communauté est quand même une amélioration importante pour l'année 2016-2017. Nous avons ciblé 30 000 citoyens pour être vaccinés et au 31 mars 2017, nous avions vacciné 27 500. À ce jour, nous avons 1000 personnes de vaccinées de plus cette année, au même moment que l'année dernière, et nous vaccinons 700 personnes par jour. L'offre de proximité, réalisable grâce à l'apport de nos partenaires, les villes, les arrondissements, le milieu scolaire, et le soutien du Centre d'action bénévole Ouest de l'île, qui s'appelle CABO, pour le recrutement d'une centaine de bénévoles pour nous aider à arriver à nos fins. Nous avons ouvert un nouveau service pour les jeunes dans l'ouest de l'île de Montréal, un meilleur accès à la contraception pour les jeunes filles. Depuis le 29 septembre dernier, un nouveau service de pose de stérilet pour les jeunes filles.
qui est maintenant affaire à la clinique de jeunesse du CLSC du Lac-Saint-Louis. Auparavant, ces jeunes devaient se déplacer pour aller sur d'autres territoires pour obtenir de la contraception. Ici, on a une autre innovation qui se présente, c'est-à-dire, on sait que 60% des jeunes entre l'âge de 11 et 25 ans qui ont des symptômes et des difficultés de santé mentale ne se présentent pas pour une offre de service. Mais une jeune fille qui se présente avec son copain et lors du pose de stérilet dévoile à son infirmière ou à son médecin qui est équipé maintenant avec des équipes de soutien en santé mentale en arrière-scène, dévoile que son copain qui est dans la salle d'attente a des idées suicidaires. Alors ce jeune, normalement, n'accéderait pas à des services. Mais l'infirmière ou le médecin ou ensemble peuvent normaliser la situation lors de la venue pour une contraception et déjà démarrer une relation d'aide pour les deux personnes. Ensuite, pour la protection de la jeunesse, j'aimerais saluer ici la présence de notre directrice de protection de jeunesse et directrice provinciale, Mme Assunta Gallo. Ici, on voit qu'il y a une amélioration dans la préservation de la famille, c'est-à-dire que nous passons de 1389 à 1710 personnes, familles, une augmentation de 23%, où, grâce à un soutien supplémentaire qu'on offre à la famille, le jeune et la famille restent intacts et continuent à apprendre comment gérer le stress qui pourrait se poser dans une situation où on est plus vulnérables. Nous avons aussi une diminution du nombre de signalements qui sont retenus et ça c'est grâce aux travaux de l'ensemble de l'équipe de la protection de la jeunesse et de la jeunesse. Monsieur Morin mentionnait tout à l'heure pour le trouble spectre de l'autisme une véritable épidémie dans notre société. Une naissance sur 68 résulte à un jeune qui a des symptômes de trouble de spectre de l'autisme. Alors, nous avons augmenté nos services de 60% pour tous services confondus, pour tout âge confondu. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avions environ 400 personnes qui recevaient des services et cette année, 750. Pour l'intervention comportementale intensive, une intervention qui est très recherchée auprès des familles qui ont des jeunes, c'est aussi une intervention qui requiert plusieurs heures par semaine, une vingtaine d'heures par semaine pour l'intervention. Nous avons pu presque doubler, une augmentation de 91%, toutes les familles et jeunes qui reçoivent cette intervention. Alors, on voit ici M. Legault, notre président de conseil d'administration, et M. Morin, qui célèbrent avec coupure de ruban l'inauguration d'un centre multifonctionnel de radiologie. This service, now offered at the Lakeshore General Hospital, means that individuals who require imaging services, more specialized imaging services to arrive at the proper diagnosis, don't have to travel all the way downtown in order to get it. They can actually get it right here at the Lakeshore General Hospital, right on the West Island of Montreal. It provides for a less invasive procedure and a reduction in the waiting period and an improvement in the recovery time. We're very, very grateful for the $2 million donation, $1.7 million from the Lakeshore General Hospital Foundation, represented here by Heather Holmes as the Executive Director, of which $1.2 million came from the Eric T. Webster Foundation. And finally, Mr. Morin did mention that we have improved our flow of patients and reduced our length of stay in all our emergency rooms. And given the fact that the Lakeshore General Hospital is the only hospital between the West Island and the Ontario border, we are very proud to announce that we've opened 4 more intensive care beds at the Lakeshore General, and we've also worked in multidisciplinary teams to help patients to recover more quickly, so they spend less time. They used to spend 7.8 days in the intensive care unit. They now spend on average 5.1 days. And in this picture, we see our Minister of Finance, Carlos Leteo, and M&A for the riding of Robert Baldwin, as well as Jeffrey Kelly, Minister for Native Affairs, who was with us, not in the picture, M&A for the riding of Jacques Cartier, Dr. Selasidis, and David Kescon, co-chair of the Lakeshore General Hospital Foundation.
So these are a few of the advances that we have been able to achieve together, both in partnership with you and with our team inside at the CIUS Ouest de l'Île de Montréal. And given the fact that it is now time for us to take a small break in order to network together, we would like to invite you to think of new innovations that we could build so that next year we may be able to report on them as efforts of partnership work. So we'll take a 30-minute break. On prendra une pause de 30 minutes et on vous reverra après la pause. C'est un moment précieux pour nous de réseautage avec vous. Avec vous n'est pas seulement important, mais incontournable. La responsabilité populationnelle veut dire vraiment que nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir ensemble une communauté en santé. And I humbly believe that there is more that brings us together than we sometimes realize. We are all interconnected. And bringing people together is the best way to help one another, let alone help our community. And if you share this vision, and I haven't met you yet, please take up the opportunity of this forum to come and talk to me so we can start a dialogue. So how does the West Island Integrated University Health and Social Service Center make this partnership happen? How do we make it happen, be it with our 300 community organizations, our 84 schools, our 3 CEGEPs, our 4 boroughs, 8 cities, and about 386,000 citizens? On commence par avoir un département ou une direction dédiée à la responsabilité populationnelle et au partenariat, dont j'ai le privilège de faire partie de cette équipe. Vous avez entendu M. Legault et Mme Desjardins parler du Comité des affaires populationnelles et partenariat, dont nous avons 2 instances de haut niveau centrées sur le citoyen partenaire et aussi avec un mandat où on veut améliorer et faciliter l'accès aux services de santé. Autant l'accès à l'information que l'accès aux services. Sur le terrain, vous connaissez certainement bien le soutien offert par nos organisateurs et organisatrices communautaires qui travaillent sous le leadership d'un chef de service en développement de communauté, qui est Richard Boivin. Richard, es-tu là? Et pour assurer ce lien et la chaîne de communication bidirectionnelle entre le CIUS et les partenaires, nous avons aussi notre conseiller cadre au partenariat, Jean Paiement, tu peux juste... qui est là, qui assure ce contact direct et qui bonifie cette communication qu'on a ensemble avec vous. Et ce contact est aussi bonifié par les gestionnaires de l'équipe de jeunesse, de santé mentale, de soutien aux personnes âgées et aux aînés qui participent aux diverses tables intersectorielles et qui font les liens avec les partenaires et les services du CIUS. En ce moment, ce qu'on est en train de préparer, c'est l'équipe de santé publique du CIUS et les services de communication travaillent activement sur le site web du CIUS pour créer un onglet où vous aussi, vous aurez accès à des informations, que ce soit des données populationnelles, que ce soit des documents qu'on reçoit de toutes nos instances de la santé, que vous aurez accès à ça aussi. Pourquoi pas partager nos outils ensemble? Et bien sûr, ce partenariat n'existera pas sans l'engagement des divers réseaux communautaires, municipaux et institutionnels. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous présenter nos prochains invités, qui vont partager avec vous des exemples inspirants de partenariat. Alors, la première présentatrice est une personne avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec. Elle est la chef de division des sports, loisirs et développement social de l'arrondissement de Lachine. C'est Madame Lynn Thibault. Et bonjour et bienvenue dans l'arrondissement de Lachine. Mais M. Legault, ne vous en faites pas parce que Lachine et la salle partagent une histoire. Si vous regardez à l'arrière, il y a René Robert, cavalier de la salle, qui est sur cette fresque. Et nous fêtions notre 350e anniversaire de fondation à Lachine cette année. Et à ce moment-là, la salle était une paroisse de Lachine. Et oui, et saviez-vous que...
Et saviez-vous que nous sommes vraiment très liés? Dans l'arrondissement de la Chine, nous avons le parc La Salle. Et dans l'arrondissement de La Salle, nous avons les rapides de la Chine. Et la raison pourquoi on s'appelle la Chine, c'est que René Robert Cavalier de La Salle vendait des morceaux de terre pour financer ses expéditions sur le Mississippi pour la route des Indes. Et c'était en dérision. On disait la petite Chine, il veut trouver la petite Chine, donc c'est devenu la Chine avec le temps. Donc on est liés depuis longtemps. Donc, pour commencer, il y a une grande similitude entre le réseau municipal et celui de la santé. Pas de point d'interrogation parce que tous les deux, on offre des services de proximité qui ont un impact concret et immédiat sur le quotidien et la vie des citoyens. On partage vraiment ça dans nos missions respectives. Et dans cette perspective-là, la collaboration entre nos deux réseaux, mais elle est incontournable. Et je dirais même plus qu'on doit collaborer ensemble et on doit travailler avec les acteurs du milieu. Donc, on s'investit dans les concertations locales, on s'investit avec les autres partenaires institutionnels qui sont la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, la Commission scolaire Lester B. Pearson, même le service de police. Ici, c'est le poste de quartier numéro 8. Les milieux de concertation, c'est très important de s'impliquer, de travailler des projets communs. Des réseaux communautaires, le milieu associatif, le milieu des loisirs, des sports. En fait, tout ça pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens par le sport, par le développement social, par des programmes et de mettre nos réseaux vraiment à contribution dans ces efforts-là. Alors, quelques exemples. Bien, on travaille évidemment les mesures d'urgence. Quand on parle de... Vous parliez en début de rencontre qu'à Pierrefonds, différents endroits, il y avait eu des cas d'inondation. Bien, à ce moment-là, nos réseaux sont mis mutuellement à contribution au service des citoyens. De façon plus pointue, on a des petits comités qui peuvent se mettre en branle pour adresser des situations comme le comité Mieux Vivre à Saint-Pierre ou le CIUS de l'arrondissement et des membres de la communauté travaillent pour améliorer la qualité de vie, adresser des enjeux dans des secteurs plus pointus. Il y a le quartier 21 où nos réseaux viennent financer des projets concrets dans le milieu. Quartier 21, ça touche 3 sphères. Donc, on a le développement, l'environnement, développement durable, le volet économique et développement social. Et il y a du financement de nos deux réseaux qui viennent financer des projets. Donc, on participe à l'évaluation et on travaille dans ce sens-là. Dernièrement, Jean et moi avons travaillé, Jean Paiement, avons travaillé sur le comité de gouvernance de la table de quartier parce qu'on veut mieux répondre aux acteurs locaux qui veulent faciliter les mécanismes pour améliorer la qualité de vie des citoyens. On a également entamé une démarche avec le milieu pour le déploiement de services de proximité. Entre autres, on investigue la pédiatrie sociale communautaire. D'ailleurs, hier, nous avions notre première rencontre avec le milieu et on a écouté l'expérience d'un autre milieu qui était Saint-Laurent. Donc, les gens étaient invités à poser des questions, à s'informer et de se faire une idée et de voir si, ensemble, on veut s'en aller vers une direction comme ça. Donc, c'est vraiment un esprit de collaboration pour construire ensemble des choses pour la communauté. Et finalement, l'implantation du Triple P, qui est un programme, et je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais il y a d'autres choses aussi. Donc, l'implantation du programme de pratique parentale positive de Triple P, c'est un exemple qui est particulièrement parlant. En fait, c'est une démarche de milieu qui s'est inscrite pour améliorer les services de proximité. L'arrondissement, on a eu un certain leadership dans le sens qu'on est allé chercher le Centre international pour la prévention de la criminalité parce qu'il y avait une problématique particulière dans un secteur. Et on lui a donné un mandat de faire un diagnostic. Et dans ce diagnostic-là, il est ressorti 3 enjeux majeurs. Il y avait la négligence parentale qui ressortait beaucoup dans ce quartier-là. Deuxième enjeu, les nuisances publiques. Et le troisième, c'est vraiment l'accueil de nouveaux citoyens
citoyens, un gros pourcentage de mobilité citoyenne, ce qui faisait un enjeu d'accueil des citoyens dans le secteur. Donc, dans un deuxième mandat, on a dit essayons de trouver des pratiques innovantes pour pouvoir adresser certains de ces enjeux-là, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, on s'est fait un plan d'action commun, concerté entre les partenaires. Et dans le volet pratique de négligence parentale, on s'est fait un comité de soutien à la parentalité. Et un des programmes qui est ressorti comme pratique innovante, implanté dans plus de 70 pays, c'était le triple P. Alors, on a fait une demande auprès d'un ministère pour aller chercher une subvention et on a reçu un aval pour cette subvention-là sur 3 ans. Donc, rapidement, ce qu'on s'est dit, on va aller voir le CIUS puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler ça, parce que un des éléments de ce programme-là, c'est que le milieu institutionnel et communautaire soit formé pour rejoindre les parents et d'apporter ces pratiques parentales positives-là. Et on ne peut pas travailler seulement communautaire ou seulement CIUS dans ce programme-là. Il faut vraiment travailler ensemble. Donc, vraiment, dès le départ, on s'est mis ensemble et on a reçu un accueil très, très enthousiaste de la direction du programme jeunesse du CIUS. Alors, j'ai été très agréablement accueillis par Dalia et par Catherine et on s'est vraiment rapidement assis et dit on embarque, on s'en va là-dedans et on ciblé des personnes au sein du CIUS pour recevoir cette formation-là. Il y a des organismes communautaires qui ont envoyé des intervenants pour être formés. On a un comité d'implantation, on est ensemble, on est en train de regarder comment on va implanter ça, faire la promotion. Donc, on est vraiment dans toute cette étape-là, ensemble, et il y a une co-coordination de ce comité d'implantation-là. On veut même prévoir un espace clinique pour ces intervenants pour que les gens du CIUS et de la communauté puissent échanger sur comment ça se passe, le déploiement, et s'ajuster et travailler ensemble. Donc, c'est un bel exemple de partenariat où on peut développer des choses assez intéressantes. D'ailleurs, la première conférence aura lieu le 29 prochain avec la table petite enfance. Donc, on commence ça déjà ce mois-ci. Donc, les leçons apprises. Alors, c'est la création d'espaces de dialogue continu entre les services publics est essentielle, même si les missions peuvent différer. Faut vraiment aller sur la complémentarité et les forces mutuelles que nos réseaux respectifs peuvent apporter. Donc, le partenariat va de soi. Lorsque chacun est centré sur les besoins de la population, on ne peut qu'aller plus loin. Et l'ouverture d'esprit est essentielle. Et aussi, il faut ne jamais oublier que nos réseaux doivent se réinventer pour répondre aux besoins populationnels qui évoluent. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Thibault, et on a hâte à continuer à travailler en collaboration ensemble. Alors, notre prochaine présentatrice est la directrice d'un organisme qui s'appelle Cumulus. C'est une personne avec plein d'énergie qui fait un travail colossal en prévention de dépendance. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Marie-Claude Sauvé. Bonjour. J'ai tendance à parler beaucoup. Quand je suis nerveuse, à parler vite. Monsieur Paiement, vous êtes devant moi, donc si je parle trop vite, qu'on ne me comprend pas, faites-moi signe. Ce ne sera pas ma responsabilité, mais la vôtre, si je ne suis pas compris. Donc, faut que j'apprivoise la bête ici, hein? OK, la manette. OK. Cumulus, c'est un organisme qui a commencé tout petit grâce à l'implication, à l'époque, qui était un CLSC en 1995 à la Chine. C'est un organisme en prévention toxicomanie principalement. Donc déjà, quand on a commencé, le partenariat avec ce qui était à l'époque à CLSC a commencé et s'est poursuivi. Notre mandat, je suis éparpillée, donc je vais essayer de passer, mais je ne veux pas lire, donc désolée si ça ne suit pas à la perfection.
Donc, notre mandat, ce qu'on va faire au niveau de la prévention, c'est vraiment de travailler avec les jeunes, le développement de l'esprit critique, c'est d'avoir une approche non jugeante, mais de les amener à ce que eux aient leurs limites personnelles, en prendre conscience de leurs limites et d'avancer. Mais aussi beaucoup de prévention universelle. Donc, on intervient dans plusieurs milieux scolaires, sur l'ensemble du territoire du CIUS en entier, donc dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, quelques anglophones, majoritairement francophones. Donc, de cette prévention universelle-là qu'on a établie avec le temps, on rencontre les jeunes. Notre partenariat avec le CIUS s'est développé et avec la commission scolaire, surtout à un autre niveau, où on a commencé à faire la référence à l'époque du dépistage avant de faire la référence. Entre les deux, on a développé un projet d'intervention précoce où on fait le suivi. Donc, la collaboration avec le CIUS va de soi. On est dans une école, on est souvent l'intervenant de Cumulus à côté du bureau de l'infirmière ou de la travailleuse sociale. Donc, quand on veut offrir un filet de sécurité adéquat aux jeunes, la communication humaine est primordiale. Donc, c'est fréquent, c'est au quotidien que l'équipe de Cumulus, avec l'équipe d'infirmières scolaires et de travailleurs sociaux scolaires, sont en communication, vraiment pour assurer des bons services de qualité. Dans ce développement-là, si je continue ici, il fallait que je le dise. Tout ça, c'est merveilleux, je l'ai dit tantôt, mais dans ce développement-là, ça ne peut pas se faire. Puis nous, on a notre limite. On est un groupe communautaire. On a beau avoir un grand déploiement, on a beau être partout sur le territoire, mais en même temps, on est limité. On a vraiment besoin du partenariat institutionnel qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous permettre parfois d'avoir une possibilité de réflexion à moyen et à long terme, ne serait-ce que de nous aider, de nous encadrer dans le développement d'un plan stratégique, dans des réflexions plus loin. Tout ça a amené, avec le temps, des partenaires. J'ai l'air de me répéter, là, mais c'est dur d'expliquer ce partenariat-là, comment il est concret à tous les jours. J'aurais eu besoin d'avoir l'équipe au complet pour vous montrer qu'on ne peut pas fonctionner sans nos partenaires. La prévention, c'est ensemble, c'est tout le monde cohérent. Et de ça, on a appris que nous, on travaillait bien, qu'on était établis dans des écoles, et le CIUS a un mandat récent, un tout nouveau mandat de travailler un volet de la dépendance qui est jeu de hasard et d'argent chez les jeunes. C'est avec la direction de santé publique. Pour Cumulus, ça aurait été extrêmement difficile d'aller s'asseoir à ce comité-là parce qu'on n'a pas les accès. Donc, grâce au CIUS, on a pu s'asseoir là. Maintenant, avec le temps, le délai de déployer des actions, c'est pas évident toujours à l'intérieur d'une structure aussi grande de faire un plan d'action et d'avoir des actions rapides. À Cumulus, on avait déjà la littérature qui avait été faite. On avait déjà l'entrée dans les écoles. On avait déjà des intervenants sur place. Ce qu'on avait besoin, c'est d'un peu plus d'outils qui allaient nous permettre de voir, autre que la dépendance toxicomanie, quels seraient les à-côtés de la dépendance des jeux de hasard et d'argent. Donc, grâce au CIUS, on a pu intégrer le comité à la direction de santé publique de Montréal, avoir l'information de ces à-côtés-là et maintenant être capable de commencer à déployer des actions. C'est tout nouveau, on a commencé en octobre. La semaine prochaine, c'est la Semaine nationale de prévention des dépendances. Et cette année, pour la première fois, elle n'est pas uniquement toxicomanie, mais elle est aussi jeu de hasard et d'argent. Donc, on va commencer à déployer. Donc, c'est un superbe partenariat qui a permis des actions rapides. Nous, on avait l'équipe en place, on avait des entrées dans les écoles, on n'avait juste pas accès à d'autres comités. Donc, ce partenariat-là, grâce Madame Toledano, je ne retiens pas le titre de votre équipe au complet. J'en suis sincèrement désolée, mais grâce à l'équipe de Mme Toledano et à l'équipe d'organisation communautaire de M. Boivin et les contacts que j'ai avec Luc Paradis, que je ne vois pas loin, merci Luc, avec lesquels on a longtemps, mais tout ça nous a permis vraiment d'arrimer nos deux instances ensemble. Cumulus beaucoup plus petite que le CIUS, mais quand
quand même une équipe de 11 intervenants déployés dans les écoles avec lesquels on peut vraiment arriver à répondre à des besoins, offrir un filet de sécurité et quand on a besoin d'aller dans des services plus spécialisés, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir le partenariat du CIUS. Sans eux, on ne pourrait pas aller plus loin. Donc, merci. Je ne sais pas si... J'ai pas appris par cœur. En fait, j'ai tout dit ce que je devais dire là. You can't beat that energy. I love working with Marie-Claude. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, sur le territoire de notre CIUS, nous avons aussi, on avait parlé qu'on a beaucoup des écoles, 80 écoles et 3 cégeps, dont le cégep John Abbott College. Alors, il me fait plaisir maintenant de vous présenter M. Dennis Wade, le directeur des services aux étudiants et un partenaire important pour le travail que nous faisons ensemble auprès de notre futur élève, nos jeunes adultes. Bonjour tout le monde. J'espère que l'accueil, quand je vais avoir fini, tout le monde va taper des mains aussi fort aussi. Je suis très content d'être ici, je ne dirais pas, à la Chine. C'est bien. Ils m'ont demandé de faire un peu un aperçu vite fait avec le collège John Abbott. Comme vous voyez par mon nom, Dennis Wade, c'est un nom anglophone. J'ai une mère francophone, ça fait que je fais mal aux deux langues. Ça fait que j'espère que je ne donnerai pas la présentation. Ça fait que j'ai 3-4. Le collège John Abbott est le plus gros cégep de l'ouest de l'île. On est un collège situé à Sainte-Anne-de-Bellevue avec 8500 étudiants. On parle de 6500 étudiants au régulier et 2000 étudiants à la formation continue avec des attestations d'études collégiales et des autres choses qui peuvent avoir leur cours durant la journée. Une vocation régionale, mais aussi une résidence qui est là-dessus, puisqu'on a des étudiants qui sont hors région, qui restent à peu près 200 étudiants vont rester dans la résidence, et aussi beaucoup d'étudiants hors région vont rester dans le village, dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Parmi les collaborations multiples qu'on a eues, vous avez des ententes de stage pour les étudiants en soins infirmiers et nos programmes, parce que c'est qui ont des besoins, pre-hospital care, pharmaceutique, c'est les étudiants. Nous avons des étudiants bénévoles aussi qui vont auprès des aînés à l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est un programme, ça fait des années qu'ils font et on est chanceux d'avoir une continuité avec ça depuis que le CIUS s'est engendré. Fait qu'on est capable d'envoyer des groupes d'étudiants travailler avec des vétérans et des personnes aînées. Ça fait que ça, c'est un programme qui est très bien reçu au niveau du collège et aussi des parents de la région. Les programmes pour les déficiences intellectuelles et les spectres de l'autisme, ça fait qu'on essaie de trouver tout le temps des programmes qui vont être capables d'être offerts à variété. Parce que nous, dans le service aux étudiants, on croit beaucoup à la vision holistic approach to education. It is really important. It's not only what you learn in your classes, but it's also what you learn outside of everything. So we're always trying to give students a good value of making sure that they understand that you're being part of a community and it's just not going to class and going to work. You have to learn. Fait que c'est vraiment quelque chose, la version holistique de l'éducation au niveau des services aux étudiants au collège. Une entente formelle de partenariat, oui, on est chanceux en tant que le collège John Abbott. On était, je pense, un des premiers, à part d'André Laurando et Gérald Godin, qui sont situés sur la même région. Jean a travaillé avec nous pour être capable de mettre en place ces choses-là. Je ne veux pas passer au travers toutes les autres choses, mais c'est sûr que vous allez être capable de voir là des choses qu'on fait. C'est sûr que nous, au collège, on a des services professionnels, des psychologues, des autres choses. On n'a pas qu'on a tant que ça, mais on est capable de donner les liens. Et déjà là, ici, depuis qu'on a commencé à faire une entente de partenariat, le lien va très, très bien pour être capable d'envoyer nos étudiants qui sont déjà évalués en mode d'évaluation avec nos psychologues. Il y a une passerelle qui est faite avec les psychologues ou les centres au travers du CIUS et on est capable d'envoyer nos étudiants plus rapidement, pas être mis sur une liste d'attente où ils vont commencer un processus qui a déjà été fait avec nos professionnels. Fait que déjà là, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a eu déjà des formations. Nos professionnels, encore une fois, ils ont travaillé sur des différentes choses, que ce soit des choses sur l'alimentation. We've had some things regarding nutrition, and because, as we know, the whole health approach to being successful
in school is also, there's a mental approach, there's a physical approach, psychological approach, social approach, so everything is involved in the benefiting the student so he has student success and can graduate. Nous avons eu, j'ai juste parlé avec Shelley tantôt, la semaine passée, si je ne me trompe pas, on a eu une campagne sur les ITSS, si je ne me trompe pas, et puis c'est quelque chose que, c'était la première fois qu'on le faisait, le CIUS est venu aussi au collège. On a eu une très bonne réponse au travers des étudiants et Shelley me disait que c'était vraiment plus gros que ce qu'elle pensait. Fait que déjà là, on est en train de voir, de dire comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer le service aux étudiants qui sont là. Fait que c'est tout le temps ça qu'on essaie de faire, c'est continuer à améliorer et de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est sûr qu'on a des rencontres régulières, on va essayer d'améliorer au moins 2 à 3 rencontres par année pour mettre des bilans et des mesures pour être capable de faire le suivi. C'est ça que j'en ai parlé un peu, c'est fait un peu comme Catherine, je me promène un peu partout avec les diapos, c'est parce qu'il y a de l'information qui est dessus, qu'on a déjà, que je l'ai déjà dit. C'est sûr que nos professionnels, on travaille directement en lien, et je sais que les psychologues, les conseillers d'orientation, les infirmières qu'on a au collège, on est chanceux qu'on a déjà des infirmières qui sont disponibles. On travaille directement en lien avec le CIUS, et ça, c'est juste des choses positives pour, probablement, quelques-uns de vos enfants qui vont venir au collège John Abbott. Bon, excusez-moi. C'était ma dernière diapositive, mais j'ai juste pour dire encore une fois remercier l'équipe parce que vraiment, c'était quelque chose de spécial. On est chanceux d'avoir ça. Et le monde dit, on va évaluer, on va continuer à regarder. Est-ce qu'on est parfait? On n'est pas parfait, mais on continue à essayer. C'est ça le cycle qu'il faut tout le temps essayer de faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut. How can we continually improve our services so the students be successful in their classroom experience and they get a chance to graduate and move on and be a part of the community? Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dennis. La campagne qui fait appel au ITSS, c'était un dépistage pour les interventions, le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang. Alors, Shelley Aria, qui est dans la salle, peut-être Shelley juste, qui est une de nos gestionnaires, on disait que c'est dur à avoir les adolescents à venir au CLSC pour faire ce type de dépistage. Alors, ils sont partis sur le site de John Abbott. Elle s'attendait à peut-être une vingtaine d'étudiants, puis elle a eu au-delà de 40 étudiants qui se sont présentés. Alors, c'est un beau succès. Merci beaucoup, Dennis. Alors, notre dernière présentatrice s'appelle Gracia Lapointe. Elle est directrice du Nutri-Centre à La Salle, le vrai La Salle. Elle est aussi la présidente du conseil d'administration de la table de développement social de La Salle. Elle a à cœur, comme nous, les saines habitudes de vie et reconnaît qu'une saine alimentation a un impact direct sur la prévention des maladies. Alors, je vous présente Madame Lapointe. Bonjour, vous m'entendez bien, le micro est bien ajusté. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de partenariat. Vous allez voir que notre présentation, je l'ai axée plus vraiment en tout cas sur le sens de ce que peut être le partenariat. Et j'ai intitulé ma présentation « Le choix d'agir ensemble » parce que faire du partenariat, c'est un choix. On a le choix de le faire, on a le choix de ne pas le faire. Et quand on le fait, on doit le faire de façon éclairée, puis on doit le faire avec un positionnement qui demande une participation. Je vais vous parler du partenariat entre les organismes communautaires et les établissements de la santé. Ces partenariats-là sont balisés par un cadre de référence qui a été mis en place en 2017 par l'Agence de santé et qui a été revu en 2015. Donc, il y a un cadre de référence et le gouvernement du Québec reconnaît les organismes communautaires comme faisant partie des organismes autonomes et avec une reconnaissance. Dans la trajectoire que je vais vous montrer, il y a eu un projet qui s'appelle le projet d'impact collectif, qui est un projet de centraide et qui se veut un accélérateur de changement et qui favorise les nouvelles formes de soutien et de développement des communautés dans le but
de lutter contre la pauvreté, d'apporter des changements majeurs dans les quartiers. L'arrondissement de La Salle, la paroisse de La Salle, a été choisie parmi ces quartiers-là. Et ça s'appelle Espace, ce qu'on a travaillé, c'est l'espace de changement et d'action en sécurité alimentaire. Et le lien que je vais faire avec le partenariat, c'est comment on a pu avoir ce projet-là sur le territoire. C'est grâce à un partenariat qui s'est fait en amont et avec des gens qui ont travaillé de façon collective. Comment ça s'est passé, la genèse du projet? Ça a débuté avec la table d'action de concertation de la petite enfance de La Salle et l'acronyme, c'est le TAC. Donc, quand je vais répéter, c'est pour ne pas répéter tout le nom au complet. En février 2015, il y a eu, avec la table de développement social, colloque. C'était le 3e colloque de la table de développement social. Il y a 4 enjeux qui ont été priorisés et un des enjeux était la sécurité alimentaire. La table de petite enfance s'est penchée sur cet enjeu-là particulièrement et pendant un an, disons que ça a été février 2015, on a réfléchi et on a fait en amont un travail de réflexion concernant la sécurité alimentaire. En octobre 2016, le CIUS de l'ouest de l'île a dédié une ressource à La Salle pour travailler sur cet enjeu de sécurité alimentaire-là. Et là, on a continué le processus. En juin 2016, la table de petite enfance, qui avait un financement d'avenir d'enfants pour une planification écosystémique, a décidé de mettre comme enjeu le développement communautaire et qui s'appelle, je vais vous dire ça pour vous dire les bons titres, le développement communautaire, c'est bien ça, alimentation et friperie. L'objectif, c'était d'améliorer la capacité des familles à se prendre en charge. C'était pas de créer une aide, mais c'était de créer un continuum pour se prendre en charge. Donc, on a travaillé, il y a eu un comité famille qui a été mis sur pied, et tous les acteurs qui sont à la table de la petite enfance, on doit dire qu'il y a des gens qui représentent les écoles primaires, des CPE, des institutions dont le CIUS, avec organisateur communautaire chargé de programme. Tous ces gens-là, on a réfléchi. Puis, ce qui était au cœur, comme plusieurs l'ont nommé tantôt, c'était les personnes, les citoyens. C'était pas mon organisme, mon école, c'était un enjeu qui était mis au centre de la table et la vision était qu'est-ce qu'on fait, comment on agit ensemble. Donc, il y a eu à travers ça une trajectoire parce qu'on s'est fait accompagner et on a fait une trajectoire générique conduisant les individus vers la sécurité alimentaire. Là, je vous dis, on a commencé ça en juin 2016. On a réfléchi avant, mais juin 2016. Alors, en novembre 2016, il y a eu le rendez-vous des membres, la table de développement social. Le projet a été présenté. Et de ça, ça nous a inspiré pour déposer le projet PIC. Le 13 novembre 2017, on a refait un rendez-vous avec les membres de la table de développement social. On a créé un espace de réflexion en sécurité alimentaire. On a fait un travail de concertation avec les partenariats. On a amené les idées qu'on avait vues ensemble. Et on a demandé aux gens de définir collectivement les actions priorisées pour l'an 1 dans le cadre du projet PIC. J'ai oublié quelque chose. Dans le cadre du projet PIC, c'est un projet qui est sur 5 ans. Ça ne vient pas enlever le financement de Centraide aux communautés. C'est que Centraide a travaillé en partenariat avec des fondations, 5 grandes fondations du Grand Montréal, et il y a 22,5 millions qui sont investis sur 5 ans. Donc, le projet de PIC est sur une trajectoire de 4 ans. Il reste 4 ans parce que la première année est entamée, elle va se terminer en juillet 2018. Il nous reste 4 ans. La première année d'investissement donne 51 millions, puis il y a d'autres argents selon ce qu'on va choisir collectivement comme priorité. Donc, le projet a été déposé et a été accepté. Il y a aussi, je dois dire que la table de la petite enfance fait aussi le portrait relatif à l'aide alimentaire sur le territoire, vestimentaire et matériel qui était offert. Ah, ça va être après. Donc, ce que je veux faire ressortir à travers tout ça, parce que ça m'a amené à une réflexion, c'est quoi vraiment travailler en partenariat, c'est quoi l'essence du partenariat? Puis je pense que les clés de la réussite, c'est de réaliser une vision commune. Et ça prend une vision, qu'on ait une vision commune.
Puis, je vais faire référence encore avec l'expérience de la table de petite enfance, c'est que notre réflexion qui a été comme surprenante nous a permis de tisser des liens, de se connaître. Et donc, à travers ça, on a planifié, on a pris les forces de chacun, puis ce que chacun pouvait offrir, mais on avait vraiment une approche qui était axée sur la prise de pouvoir des gens sur leur vie. Et c'est ce qui nous a amené à un succès, parce que ce qu'on voulait, c'est travailler pour le changement. Puis, la seule chose que je trouve un petit peu triste, c'est qu'on a oublié de célébrer ça. Parce que dans le fond, si on calcule que ça a pris 1 an, on a fait toutes ces démarches-là, puis c'est comme on se dit, ah, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Oui, il faut se regarder, oui, il faut faire des constats, mais il faut célébrer aussi ces victoires-là parce que c'est un très, très beau changement qui a été fait sur le territoire et c'est très intéressant de travailler en partenariat. Moi, je tiens à remercier tous les gens, que ce soit les organisateurs communautaires, que ce soit tout le monde avec qui je travaille au CIUS, c'est toujours des partenariats qui sont forts, agréables et intéressants. Et je pense que cette collaboration-là est très intéressante parce que comme organisation, le CIUS est une institution. Il y a des forces, il y a des faiblesses du fait qu'il soit institutionnel. Comme organisme communautaire, on a des forces, mais on a aussi des faiblesses. Fait que donc, c'est de joindre ces forces et ces faiblesses-là qui nous amènent, je trouve, à un très beau résultat. Et je vais terminer sur semence d'un projet, parce que depuis 2012, on réfléchit, on aimerait bien faire un magnifique jardin collectif dans l'espace au centre, au CHCLD à la salle. Alors voilà, ça peut être une idée de futurs projets collaboratifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gracia. Alors, merci beaucoup à tous nos 4 partenaires d'avoir pris le temps, pas seulement de préparer leur présentation et de me le partager avec nous, tous ces exemples-là qui disent finalement que quand on travaille ensemble, on peut réussir. C'est un vrai privilège de travailler avec vous. Alors maintenant, on passera à la période de questions et j'inviterai M. Morin à prendre le micro. Alors, merci. Merci à tous pour ces belles présentations, rapides et efficaces. J'aimerais faire écho au dernier commentaire qu'on a entendu, qui essentiellement soulignait l'importance du partenariat. Je pense que non seulement le partenariat est important, mais il faut prendre le temps, comme vous le disiez, de célébrer nos succès. Je pense que ce type de rencontre que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment aussi pour célébrer ces succès. Et un des éléments que nous recherchons à travers soit une rencontre comme ça, ou tous les efforts que vous avez vus aujourd'hui, tous ceux qui se déploient au quotidien, dans le fond, lorsqu'on prend contact ensemble et qu'on réussit à avoir des succès, on réussit à être ensemble envers des objectifs communs, on construit la confiance. Et cette confiance-là est le premier tissu pour aller plus loin. On parlait de CIUS comme institution, une grande institution. Elle a ses forces. Elle a ses forces, vous disiez. Et elle a ses faiblesses. Et on est les premiers à les reconnaître. Et c'est pour ça qu'en partenariat, on peut combler, je pense que c'était ça le sens de votre propos, on peut combler nos différentes faiblesses avec nos différentes forces. Mais pour pouvoir y accéder, il faut se faire confiance. Alors merci encore une fois d'être ici aujourd'hui. On va ouvrir une période de questions. Nous avons environ une quarantaine, 40-45 minutes s'il y a plusieurs questions et si je suis encore debout. Mais avant d'ouvrir la période de questions, j'aimerais que tous les directeurs qui sont dans la salle, toute l'équipe de direction se lève. J'aimerais les remercier chaleureusement parce que tout le travail que vous voyez se déployer, ça demande énormément d'efforts. On a une grande équipe de gestion au CIUS. C'est une force, c'est aussi une faiblesse parce que de prendre contact avec tout le monde, c'est pas toujours simple.
Et les directeurs se déploient à tous les jours pour faciliter tout ça. Et donc, dans la période de questions, bien évidemment, si jamais je me sens opportun, ben, je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent justement répondre à certaines de vos questions. Il y a une personne qui ne s'est pas levée, qui fait partie de l'équipe de direction, qui est Mme Sarabeth Trudeau, commissaire aux plaintes et à la qualité. Lève-toi, Sarabeth. On l'applaudit. Il faut célébrer nos succès, je me permets de prendre quelques minutes. J'ai 30 secondes, mais Sarabeth est une championne dans un travail qui n'est pas facile. Elle accueille les gens qui sont insatisfaits. Elle accueille leurs plaintes, elle les accompagne et elle les aide et elle nous aide à trouver des solutions. Et en même temps, dans ses temps libres, elle s'implique au niveau provincial. Elle a été nommée présidente intérimaire du comité exécutif du regroupement des commissaires au Québec. Et comme elle s'est cherchée un peu plus de travail, elle a organisé le grand colloque des commissaires ici au CIUS. Ça s'est tenu à l'Institut Douglas pour justement discuter d'un sujet extrêmement important qui est la loi 115, elle a fait mention, qui porte sur la maltraitance des personnes vulnérables. On a une loi d'exception sur les jeunes, la loi de la protection jeunesse, et maintenant il y a la loi 115 qui porte sur la maltraitance de toutes les clientèles vulnérables, particulièrement les personnes âgées. Donc une belle équipe au travail au quotidien. Alors j'ouvrirai la période de questions. Il y a 2 micros, semble-t-il, dans la salle. Voici un premier micro qui s'appelle Luc. Et un deuxième micro qui s'appelle Jean. Il ne faut pas les mélanger. Hein? Je vais vous conter une anecdote. Lorsqu'on a créé le CIUS, on a fait une grande rencontre de gestionnaires. Et j'étais en train de parler. Et il y a quelqu'un qui rentre en retard. C'était Jean. Et pour le mettre à l'aise, je le salue et je vais le voir pour lui parler devant tout le monde. Et je lui demande son nom et il me dit Luc Paradis. Et tout au long de l'Assemblée, j'ai fait référence à Luc et non pas à Jean pour apprendre par la suite que c'était Jean et non pas Luc. Et Jean pensait que j'avais oublié. Alors, blague à part, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, si vous voulez faire des commentaires sur la rencontre, sur certaines de vos activités, sur vos impressions, etc. Qui va briser la glace? Tout est si clair. Alors, M. Dubois. Bonjour, merci. Moi, écoutez, il faut que quelqu'un brise la glace. Moi, je veux simplement vous dire que c'est très apprécié ce matin. On collabore avec le CIUS et avec Douglas dans plusieurs projets et on est très satisfait. C'est très informatif, c'est intéressant de voir les progrès qui se font et je pense que l'implication de la communauté est absolument essentielle avec les services de santé. Alors, c'est vraiment au nom de tout le monde dans la salle, je pense, de vous remercier de nous avoir invités à cette journée et on espère être là l'année prochaine. J'espère que quelqu'un va continuer dans les questions, mais pour moi, c'est simplement de vous remercier pour cette journée aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderai, avant de poser votre question, faire votre commentaire, de vous identifier pour le bénéfice de tout le monde. Peut-être donner le micro à M. Dubois, lui donner l'opportunité d'identifier l'organisme qu'il représente. Oui, je m'excuse. Mon nom est Christian Dubois, je suis directeur de Centre Bienvenue et Résidence Bienvenue, qui sont un centre de jour et une résidence en santé mentale à Pierrefonds. Merci. Merci, M. Dubois. Alors voilà, la glace est brisée, tout le monde peut... Oui, monsieur. Alors, mon nom est Pierre Macdoff. Je suis résident d'une des nombreuses organisations qui compétitionnent dans le domaine de résidence privée. Alors, dans l'occurrence, c'est le réseau Sélection pour nous. Réseau Sélection. On est situé sur le territoire du CIUS ouest de Montréal, mais juste pour donner un exemple, j'ai l'impression des fois qu'il y a un peu de confusion, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes âgées chez nous qui sont non pas en train de tomber en enfance, mais à mon avis, tout simplement à perte d'autonomie. Je sens des fois qu'il y a un peu d'infantilisation dans le traitement des gens.
et ça me choque, parce que je ne veux pas retomber bébé moi-même. Il y a aussi l'information qui n'est pas toujours claire. L'exemple flagrant que j'ai, si on veut déposer une plainte chez nous, il faut aller la déposer dans l'est de Montréal. Et ça, je ne le comprends pas. Est-ce que c'est le réseau qui, à un moment donné, a fait une entente avec un CIUS plutôt qu'avec le CIUS où sont situés les résidents? Ça, je ne nomme que ce fait-là pour l'instant, mais ça me laisse un peu, des fois, perplexe. Je sens que les personnes âgées en résidence privée n'ont peut-être pas toutes les relations parce qu'il y a peut-être des raisons commerciales aussi. Merci, M. Maldoff. C'est un commentaire très intéressant, une question extrêmement pertinente. Je vais passer la parole à notre commissaire aux plaintes à laquelle il se meurt de répondre à cette question-là, parce qu'elle est très d'actualité aussi, et je ferai quelques commentaires par la suite. Mais en fait, vous avez raison que la proximité, c'est pas évident. Quand la loi a changé, c'était prévu que le CIUS, qui avait le mandat de l'agence, prenne cette fonction-là. Donc, c'est pour ça que toutes les plaintes en lien avec les résidences privées vont à ce CIUS-là et non près de nous. Donc, mon rôle à moi, quand les gens me téléphonent, je peux expliquer leurs droits, les recours, puis par la suite, je réfère auprès de ma collègue qui est Céline Roy, qui s'occupe de ces plaintes-là. C'est un défi de partenariat. Vous mentionnez que Sélection, c'est une entreprise privée qui opère des maisons pour personnes âgées. C'est un partenaire. Je vais faire le suivi moi-même parce que je connais très bien le vice-président santé qui s'appelle Luc Lepage, avec qui j'ai travaillé dans une ancienne vie. Donc, je vais faire le suivi pour voir de quoi il en retourne. Comment se fait-il que vous devez aller dans l'Est pour pouvoir déposer un souci ou une insatisfaction alors que vous êtes dans l'Ouest? Vous êtes dans l'Ouest, c'est ça? On est sur le boulevard à Réunion, donc dans la salle. Parfait. Dans la salle de la Chine, c'est ça? C'est la même communauté. Absolument. Merci, M. Maldoff. Merci beaucoup, M. D'autres questions, commentaires? C'est bien parti. J'aimerais avoir quelques commentaires généraux de tous nos partenaires. On a eu des commentaires sur le partenariat avec le CIUS, des bons commentaires, merci. Un commentaire aussi sur peut-être des faiblesses à identifier, des zones d'amélioration, des commentaires positifs, des innovations, des initiatives que vous voulez souligner particulièrement. J'aimerais avoir quelques commentaires de votre part, s'il vous plaît. Hi, my name is Karen Birch. I'm a client management manager with Retired Home. My question is about inclusiveness and cultural representation, because Quebec represents a mixture, a lot of groups, and I want to know what measures are you taking to have more inclusiveness on your staff and committee? Thank you for your question. Perhaps you could specify which home are you associated with? I'm associated with Retire at Home. Thank you. Thank you. This is a great question. That's a question I like. I've been doing a lot of public speaking with respect to the CIUS and what it means and what kind of services we offer and what we are essentially. And one of the key factors is diversity. The West Island CIUS is one of the most, if not the most diverse CIUS in the entire province. We speak 70 languages. All our staff, different staff professionals, healthcare providers, and so on, social workers, they speak 70 languages. 7-0. So diversity is not only a focus of ours, it's also a leverage for the future. We are looking into the possibility of creating to streamline the process, to increase and reach out to different cultural communities. There's so many, I won't name all of them, but we are working towards that. We are reflecting even at the board level as to what we can do to improve that. We have different cultural communities on the territory, but also to leverage the fact that our staff is extremely diverse from different backgrounds. So we're very proud of that, and thank you for your question.
Anything you would like to add, Assunta? Assunta would like to add something. Our DYP. DYP meaning Director of Youth Protection. Assunta Gap. So in addition to what Monsieur Morin just mentioned, we also have a diversity committee that seats 10 different community organizations from different ethnocultural communities, including the gay, lesbian, bisexual, and transgender community representation. And part of the mandate that has been given to the Division of Youth Protection is to expand this mandate that this committee has across the CIUS. So we've recently hired a manager in this division who will be working closely with the rest of the directorates to ensure that we can enhance this and reach out to more community partners. He has already begun in his functions. His name is Monsieur Abdou Latfam. And as part of his functions, he'll be working with helping us be more culturally competent in our interventions and in our practice, first with the youth protection piece with Programme Jeunesse, but then also expanding it throughout all the other communities. Thank you, sir. D'autres questions ou commentaires? Oui, madame. Bonjour. Alors, mon nom est Marie-Ève Claude. Je suis directrice adjointe pour les services aux élèves de la commission scolaire Lester B. Pearson, donc la commission scolaire anglophone qui est à peu près répartie sur le territoire du CIUS ouest de l'île. D'abord, je voudrais vous remercier de nous inviter à nouveau. C'est notre deuxième présence. Je crois qu'on s'était déjà parlé dans une période de questions l'an passé. Je dois souligner d'abord l'extraordinaire collaboration que nous avons avec les partenaires, notamment du service d'Aliade. Moi aussi, j'ai de la misère avec l'acronyme, mais je sais que c'est populationnel et partenariat. Et c'est vraiment le partenariat en action qui se poursuit du côté de Lester B. Pearson avec tous nos partenaires, Trajectoire Jeunesse, DYP, les partenaires de BATCHA. Alors, je veux vous remercier pour cela. Les gens sont impliqués, engagés et vraiment, ils ont à cœur le succès scolaire et le succès, je dirais, émotionnel de nos enfants. Nos enfants, on les a en service de garde dans les écoles, donc on les a très tôt, 3 ans. Et nos enfants, notamment les jeunes handicapés, on les a chez nous dans notre service aux adultes jusqu'à 25-26 ans. Alors, notre nœud actuel, puis on travaille avec les différentes directrices des départements, c'est vraiment les enfants pour lesquels on a ce qu'on appelle des trous de service. Alors, les enfants qui ont des problèmes de comportement ou socio-émotionnels qui sont si graves que ça affecte leur capacité à rester dans les écoles. Et à titre informatif, dans le système anglophone, on n'a pas de groupe d'écoles spécialisées où les enfants avec des troubles graves du comportement sont envoyés de façon temporaire pour retrouver, finalement, se réorganiser pour être disponibles pour apprendre. Alors donc, les enfants sont intégrés dans les écoles de quartier. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'effet que ça a sur des enseignants de maintenir en place des enfants avec très peu de services. Alors moi, je dois avouer que nous commençons à réfléchir à des solutions très, très pointues, très, très à la carte pour ces quelques cas d'enfants qui tombent littéralement dans les fentes du système. Et j'ai confiance qu'en travaillant avec Catherine, Najwa, etc., sur nos comités locaux, on va y arriver. Mais c'est sûr que il y a de ces enfants-là pour lesquels il n'y a pas de service. Fait qu'on va devoir inventer, réinventer. On va devoir certainement sortir des sentiers battus, peut-être même sortir de vos corridors obligés, peut-être passer outre les lois en place. Mais tout ça pour justement permettre à ces enfants-là une chance égale de réussir, notamment, pas nécessairement pour graduer la voie royale, se retrouver à l'université, mais d'avoir la chance d'arriver à leur plein potentiel, quel qu'il soit. Alors, moi, je vous invite à rester ouverts et créatifs. Des fois, ce qu'on propose est un peu, comme on dit en anglais, out of the box, mais on a besoin de ces solutions-là pour justement répondre à des cas très ponctuels, mais qui, je vous le dis, sont de plus en plus fréquents. Alors, merci à l'avance pour votre ouverture.
très pertinent. Pour l'ouverture, vous pouvez compter sur nous, la créativité aussi. Quoique parfois, il y a certains de mes collègues de direction qui me trouvent un peu trop créatif. Mais votre témoignage est au cœur même de notre préoccupation pour développer un partenariat. En ce que vous mentionnez, là, aller dans ces zones précises de service où il y a des trous que vous appelez, là, où il y a des jeunes, dans votre cas, qui se trouvent sans service adéquat pour les aider. Le partenariat est là pour identifier ça et créer, être innovant par rapport aux solutions à trouver. Parce que le système, ça fait partie de nos faiblesses. Le système n'est pas parfait. Il faut le perfectionner. Et pour rentrer dans ces zones-là, non seulement il faut créer le partenariat, mais cette zone de confiance à laquelle je faisais référence. Et je pense, à partir de laquelle vous faites votre témoignage, qui nous permet d'aller dans cette réflexion-là, qui nous permet de s'asseoir ensemble et de dire mais quels sont les enjeux pour lesquels on n'a pas de solution, et sans se sentir menacé, de pouvoir créer ces solutions innovantes. Vous avez mentionné sortir des sentiers battus, des corridors officiels. L'illégalité, bon, on verra. Mais en même temps, on est avec vous là-dedans. On est avec vous pour explorer, justement. Donc, merci beaucoup de votre témoignage. D'autres commentaires? Oui. Bonjour, mon nom est Nadia Jolabowski, je viens du mouvement contre le viol et l'inceste, qui est un CALAC, ça veut dire Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Nous travaillons avec des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles au cours de leur vie et probablement vous êtes au courant du mouvement, moi aussi, et de toutes les sorties médiatiques des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles récemment. Cela a contribué beaucoup à la demande de services, à l'augmentation accrue de demande de services dans notre CALAX et dans beaucoup d'autres CALAX aussi. Mais comme nous sommes un CALAX qui travaille spécifiquement avec des femmes d'ici, mais aussi avec des femmes d'ailleurs, des femmes demandeurs d'asile qui ont vécu des agressions sexuelles, nous avons senti une augmentation de demande de services, doublée, triplée, mais beaucoup. Ce sont des femmes qui vivent des enjeux multiples au niveau de la santé mentale, au niveau de la pauvreté, au niveau du logement, au niveau d'autres besoins. Alors, ce n'est pas seulement une agression sexuelle, mais c'est aussi d'autres sphères de la vie qui sont atteintes. Ma demande est au niveau de, je vais profiter de tous les directeurs sont ici, de partenariats possibles, des programmes possibles qui peuvent nous aider à faire face à cette demande accrue. Merci. Merci pour votre question, votre témoignage. C'est malheureusement très pertinent et malheureusement très présent. On voit le mouvement #MeToo, en français moi aussi. C'est dommage de découvrir la profondeur de cet enjeu-là, mais c'est aussi heureux de le découvrir puisque c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à solutionner les enjeux, les problèmes. Je vais ouvrir votre question aux collègues directeurs. Est-ce qu'il y en a qui voudraient dire quelque chose là-dessus? Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Mon nom c'est Rita Costa, du mouvement aussi contre les viols et l'inceste. Quand il y a eu la fusion, en tout cas l'agence et tous les changements, avant on avait une personne responsable à qui on pouvait adresser nos demandes. On avait un contact beaucoup plus direct. Depuis, on ne sait pas qui est la personne comme telle, on sait bien, on salue les partenariats, puis je suis vraiment contente de voir les partenariats qui s'est fait entre d'autres groupes. Mais nous, on se sent un peu exclus. En vous entendant parler, je me sentais comme si je venais d'une autre planète. Nous, on est situés sur les secteurs de Villeray. Pardon? Sur les secteurs de Villeray, mais je vois beaucoup l'ouest de l'île, beaucoup les régions anglophones. Nous, on est éparpillés un peu partout parce on offre de la sensibilisation, prévention. John Abbott, on va toutes les années. Concordia, on va aussi. Donc, on est très sollicité au niveau de la formation, au niveau, comme ma collègue disait aussi, de l'intervention. Mais malheureusement, c'est vrai, nous, on se sent un peu déconnecté de ces partenariats-là. On a une liste d'attente d'1 an pour offrir des services. Donc, on est très inquiets, on est 4 intervenantes permanentes, alors on est essoufflés. Et puis, je fais appel à vous toutes pour essayer de voir comment on pourrait, à ce moment-là, vous rejoindre ou travailler ces partenariats-là qu'on parle et qu'on aimerait beaucoup, nous aussi, établir. Vous faites partie de CALAC ou... Du mouvement